du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 7 du Vu du banc. On y est, on est le 8 septembre 2020. L'équipe de France vient de boucler son deuxième match de la Ligue des Nations. Une victoire contre la Croatie, 4-2. Et pour le débriefer, pour se projeter un peu sur l'équipe de France des mois à venir, je suis accompagné des deux tauliers habituels, des castors allumés Norbert et Daguest. D'abord, salut à Norbert, Florent Tunetti. Salut Florent. Salut Raphaël. Premier épisode de cette saison 7 pour Florent, alias Norbert. Pour ceux qui ne connaissent pas les castors allumés, je vous conseille une petite recherche Google. On va quand même à nouveau présenter Florent, créateur de Chroniques Tactiques, un des premiers en France à avoir écrit sur le web à travers l'angle tactique sur le foot et que vous pouvez retrouver de temps à autre sur SoFoot ces derniers temps. Florent, il y a de temps à autre une petite plume bordelaise sur SoFoot, j'ai l'impression. Et puis sinon, qui bosse auprès de certains acteurs du football, mais allons dans l'ombre des projecteurs. Donc en général, Flo bosse toujours sur le foot de toute façon, et il est évidemment dans Vue du banc avec nous toutes les semaines. Daguette, Christophe Kuchli, salut Christophe. Bonsoir Raphaël. Tu es chaud pour cette saison 7 ? Écoute, le sujet n'est pas celui qui me motive le plus, mais je suis content de revenir, je suis content de reprendre les podcasts. Donc oui, ça va. Christophe qui sort d'une couverture incroyable dans La Voix du Nord, puisqu'il a servi de modèle et de cobaye. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, Christophe. Est-ce que tu peux nous présenter l'outil que tu as expérimenté sur ton corps très musclé ? Ça s'appelle l'électrostimulation. C'est un truc de musculation où tu as des électrodes sur le corps qui te contractent tous les groupes musculaires en même temps pendant que tu fais tes exercices. Pendant 20 minutes, sachant que moi j'en ai fait 12 et j'ai déjà failli décéder. Donc oui, chose assez sympathique. Vous pouvez trouver ça sur Twitter, hein. Christophe l'a évidemment posté. C'est la première fois, je crois, qu'il apparaît avec son visage et son corps dans un journal, là. Dans le journal dans lequel il a l'habitude d'écrire. C'était un peu du gonzo journalisme, là, Christophe, ça y est. Tu fais comme les journalistes modernes, tu apparais, tu vas tester des choses, tu signes toi-même les papiers dans lesquels tu as expérimenté des choses. Vraiment, c'est un pas en avant pour toi. Je suis très fier de toi, Chris. C'est ça, je pense que c'est peut-être le premier jeu que je mets dans un article, je sais pas, en peut-être 3000 articles depuis 12 ans, je crois que j'écris. Ouais, voilà, c'est un pas de franchi. Ça fait un peu bizarre, mais ça y est, je suis dépucelé de l'écriture à la première personne. Bon, alors, Chez Vice. passons à deux événements qui t'ont beaucoup moins passionné, Christophe, que l'électrostimulation. C'est les deux matchs de l'équipe de France. Les Bleus qui ont battu la Suède 1-0 le 5 septembre et ensuite la Croatie ce soir 4-2 dans un match un peu plus animé. Il y a quand même, Florent, sur les deux matchs, malgré les différences de score et les différences de joueurs et de noms sur la feuille de match, des thèmes qui vont ressortir, parce qu'on va analyser les deux matchs ensemble et pas faire du match par match. Ça fait déjà quelques jours que la France a battu la Suède et c'est pas forcément frais dans la tête de tout le monde. Je vais juste redonner la compo de l'équipe de France d'abord contre la Suède avec ce système en 3-4-1-2 tenté par Didier Deschamps en ce mois de septembre 2020. Lloris dans les buts, une défense à 3, Kimpembe, Varane, Upamecano. Digne piston gauche, Dubois piston droit, un milieu à 2, Kanté, Rabiot et Griezmann derrière Giroud et Mbappé pour le match contre la Croatie. Donc le dernier, victoire 4-2, je le répète. À nouveau 3-4-1-2, mais cette fois c'est Lloris toujours dans les buts, Hernandez, Langlais, Upamecano sur la ligne de 3 derrière, Mendy piston gauche, Sissoko piston droit, Nzonzi et Kanté au milieu de terrain, Griezmann derrière, Martial et Ben Yedder. Pour autant, Flo, avant de se concentrer sur des points précis ou des joueurs ou des performances individuelles, qu'est-ce que tu as ressorti de ces deux rencontres ? Il y a certains thèmes qui sont revenus, quelle que soit l'opposition et les hommes présents. Ouais, bon, déjà, il y a le système qui est revenu dans les deux cas, mais on va approfondir après. Globalement, tu peux retenir une chose, c'est que la France a gardé ce qui avait fait partie de sa force dans les grandes compétitions, c'est sa réussite. Parce que dans les deux rencontres, à la mi-temps face à la Croatie, c'est devant au score, mais bon, ça s'est fait assez baladé par la Croatie pendant la première période, ce qui rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde. Et face à la Suède aussi, ça débloque la situation, mais sur un coup en solitaire de Mbappé, alors que les Français n'ont pas spécialement maîtrisé quoi que ce soit et marquent quasiment sur leur première occasion. Donc dans les deux matchs, tu as ce côté réussite face à des adversaires qui ont posé des problèmes assez différents quand même. La Croatie était plus agressive, est venue nous chercher plus haut. La Suède nous a attendu avec son bloc médian. Mais dans les deux cas,
on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions pour construire et ne serait-ce que rentrer dans les 30 derniers mètres adverses. Alors, il y avait une première question, Christophe, par rapport à cette animation à 3 défenseurs centraux. C'était le comportement, notamment des deux centraux extérieurs, si on devait les appeler comme ça, des deux centraux axe gauche et axe droit. Contre la Suède, c'était Kimpembe ou Upamecano, deux joueurs qui aiment bien en club, balle au pied, prendre des risques, que ce soit par la passe ou la conduite de balle. Quelle a été leur attitude, notamment lors du match contre la Suède, avec un Varane dans un rôle de central vraiment en couverture? Quelle a été l'attitude d'Upamecano et Kimpembe, deux joueurs assez fantasques dans le contexte des Bleus? Bah, en fait, le premier problème, c'est une action, mais ça symbolise un petit peu ce que va faire Upamecano sur ces deux matchs, c'est qu'il veut il veut porter un peu la balle, il la pousse trop loin, il met une semelle, il prend jaune, ça peut être rouge pour le même prix, ça va être un tout petit peu sévère, mais Contre ça la se Suède, joue. on précise, Ouais, Christophe. voilà, contre la Suède, 2 minutes après ses débuts sous le maillot bleu, donc c'est pas top. Donc ça, c'est la première chose, ça montre. Alors, ce qui pour moi va être quand même un mini-thème, à savoir le fait qu'Upamecano ne soit pas capable de reproduire avec l'équipe de France qui montrait sous le maillot de Leipzig, qui peut lui poser souci pour son avenir en bleu, parce que s'il n'est pas fiable sur ces situations-là, sachant que tout ce qui est couverture dans son dos, des choses comme ça, il n'est pas parfait. C'est plus un défenseur qui aime bien aller de l'avant. Quand il doit reculer, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que le jeu de l'équipe de France lui correspond pas. Donc, si en plus sur ses forces, il montre quelques lacunes, c'est un petit peu problématique. Et c'est toujours le souci avec les défenseurs, c'est que quand tu prends des risques, quand tu es dans une position aussi reculée sur le terrain, il faut vraiment avoir 90-95% de taux de réussite, parce que la moindre erreur peut coûter un but. Alors là, ça n'a pas été directement le cas, mais pour le même prix, ça aurait pu l'être. Et c'est vrai que c'est pas le genre de choses que Didier Deschamps aime. Lui, si les erreurs doivent arriver, c'est plus haut sur le terrain pour que le reste du collectif puisse les absorber. Et de manière générale, lui et Kimpembe, en fait, l'apport avec ballon a pas été énorme aussi, parce que la Suède était relativement passive. Et c'est vrai que là-dessus, Kimpembe un peu moins souvent en Ligue 1, mais ça peut quand même lui arriver. En Ligue des Champions, c'est arrivé plus régulièrement, ou pas Mécano, quand même de façon assez régulière en Bundesliga notamment, sont amenés à affronter des équipes qui pressent. Et là-dessus, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur résistance au pressing. Est-ce qu'ils vont vouloir porter la balle, profiter du surnombre? Généralement, ça vient à deux en face, c'est pas toujours du marquage individuel. Et du coup, si t'es à 3, tu peux espérer qu'avec un peu les fausses pistes autour, t'ailles porter la balle. Pourquoi pas casser une ligne? Au pire, t'auras un bloc médian, mais parfois un peu passif, ou pas Mécano pourrait s'insérer dans le milieu, etc. Là, la Suède était pas là forcément pour aller te chercher très haut. Et finalement, le fait d'être à 3, je trouve, n'apportait pas énormément sur le plan de la première relance pour casser une ligne, pour ensuite te donner de l'espace plus haut sur le terrain. Et où ces qualités-là n'ont pas forcément été mises en exergue. Et là-dessus, il y a quand même une petite déception, parce que je vais pas dire que tu les fais jouer contre nature, mais là, en plus, l'adversaire n'incitait pas forcément à montrer ce qu'il savait faire avec ballon. Après, c'est pas non plus nouveau, Flo, que les centraux français ne sachent pas trop quoi faire quand ils ne sont pas attaqués. Ça fait des années, j'ai l'impression qu'on en parle dans Vue du banc. J'ai l'impression que c'était le thème principal quand on a fait la saison 1 à propos de l'Euro 2016, où on déplorait déjà que Koscielny et autres ne sortent pas beaucoup balle au pied. Là, c'était quand même l'occasion de se dire, c'est le moment, quoi. Surtout avec Kanté et Rabiot au milieu de terrain, vu le profil de tes deux milieux axiaux, on aurait compris encore plus qu'Upamecano et Kimpembe sortent balle au pied, un peu comme peuvent le faire, alors pas autant, mais les centraux de l'Atalanta, parce que ces deux milieux axiaux, Kanté et Rabiot sur le match contre la Suède, sont plus des joueurs de contrôle que des joueurs qui vont aller énormément créer des brèches, que ce soit par la conduite de balle ou par la passe. Rabiot peut le faire un peu quand il porte le ballon, mais c'est pas non plus un réflexe qu'on voit 5-6 fois par match. Ouais, mais après, c'est vrai que la Suède était passive, mais son bloc médian était quand même plutôt bien compact, comme il l'avait fait lors de la Coupe du Monde, où tu les avais adorés, Raphaël. Ouais, c'était Euh, génial. mais c'est vrai que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que Upamecano et Kimpembe avaient pas non plus énormément de joueurs à trouver dans les intervalles, parce que les Suédois les bloquaient à mon sens assez bien. Les seules passes qui étaient faciles à trouver, c'était ces fameuses passes vers les latéraux, pour ce fameux circuit en U qu'on aime tant, mais sur lequel il faudra revenir après. C'est une vraie différence en termes de pistons entre les deux matchs, de qualité des pistons. Moi, ce que je retiens, là, on a parlé d'Upamecano et de Kimpembe, c'est aussi Varane, qui normalement dans cette position axiale avait plus de temps pour faire parler notamment son jeu long, pour faire des ouvertures pour envoyer des diagonales en gros
vers les ailes. Et j'ai souvenir, particulièrement en première mi-temps, ça s'est un petit peu calmé en deuxième, mais en première mi-temps, il y avait plusieurs opportunités pour lui, je pense, pour allonger vers Lucas Digne, qui prenait enfin le couloir et qui évoluait, qui pouvait faire des appels pour évoluer assez haut et prendre la profondeur. Et je crois que la première transversale qu'il tente de ce genre arrive que vers la 39e, 40e minute. Et bizarrement, elle passe et elle permet aux Français d'arriver dans le dernier tiers. Donc, au-delà du cas, en effet, d'Upamecano et Kimpembe qui n'ont pas forcément pu montrer leur qualité dans ce registre-là, je pense que Varane a manqué plusieurs occasions aussi de jouer sur les qualités de son pied et de son gelon, parce qu'il y avait plusieurs opportunités, notamment du côté de Lucas Digne, qui n'ont pas été exploitées à mon sens. Ouais, après, enfin, je l'ai souvent évoqué, mais je trouve que Varane progresse pas beaucoup dans l'utilisation du ballon, et on l'a vu sur les matchs de Ligue des Champions quand il y a beaucoup de pressing, c'est pas forcément son fort, mais c'est vrai que dans ce Ah, mais là, il n'avait rôle-là et pas. dans cette position, oui, il avait cette liberté-là, mais tu vois, je suis pas convaincu que Varane soit, bien sûr, à l'échelle européenne et mondiale, soit un énorme central techniquement. Quand tu vois le niveau des centraux sur le jalon ces derniers temps, les Van Dijk, les joueurs comme ça, et même l'anglais finalement, Christophe, qui sur le match contre la Croatie, à l'inverse, a amené beaucoup de ballons dans la profondeur. J'ai souvenir de 2 ou 3 ballons où il arrive à trouver Ferland Mendy lancé. Il y en a peut-être un pour Martial aussi, il en claque quelques-unes entre les lignes pour trouver un Giroud ou un Martial. Ça a été beaucoup plus intéressant l'anglais dans ce rôle-là que Varane. Peut-être que Varane est plus un central excentré dans ce rôle-là, en tout cas offensivement. Et l'anglais, dans un rôle un petit peu Bonucciesque, mais pied gauche, a été vraiment pas mal, je trouve. Ouais, mais je reste persuadé que c'est pas nécessairement un central pour une équipe de Didier Deschamps. Parce que si tu regardes le ratio, alors c'est pas forcément entre guillemets ma conception du foot. En tout cas, moi je préfère les défenseurs qui prennent des risques, etc. Mais Didier Deschamps, qui a quand même les titres pour lui, va regarder un petit peu la colonne des plus et des moins. Et en gros, l'anglais a créé des décalages. Et c'est bien de créer des décalages, c'est le premier moyen pour ensuite espérer marquer des buts. Mais cette équipe de France-là n'a pas nécessairement besoin des décalages pour aller marquer. Elle peut aller juste sur le talent individuel, sur des prises d'initiative, etc. Et au final, l'anglais a parfois quelques lacunes défensives sur l'agressivité, je trouve. Parfois, il est un peu passif. Il y a l'un des buts où il met pas trop son pied, il accompagne un petit peu sur le but de Brekalo. Alors c'est pas la faute de l'anglais si le but est concédé, mais c'est vrai que je suis toujours un peu sceptique. C'est-à-dire, si tu me demandes si j'ai aimé le match de l'anglais, oui, j'ai aimé le match de l'anglais. Maintenant, est-ce que l'équipe de France n'est pas mieux avec des centraux qui ne relancent pas trop et qui sont vraiment très bons dans la défense de la surface? Il y a un tel talent offensif que je me pose la question, mais là c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si Didier Deschamps n'avait pas de résultat, on serait tout de suite à se dire oui, effectivement, il faut plus de risques des défenseurs, il faut pouvoir trouver du jeu entre les lignes, c'est assez restrictif, etc. Ce qui est dans l'absolu plutôt vrai, sauf qu'encore là, ce soir, l'équipe de France gagne 4-2, et tu te dis que si elle a des défenseurs centraux qui font un peu moins de bonnes passes, bon là après c'est surtout l'anglais, parce que Upamecano et Lucas Hernandez n'ont pas été incroyables, mais tu remplaces l'anglais par un défenseur qui sait pas forcément faire de passes, mais qui est encore plus agressif, encore meilleur dans la défense à surface, peut-être qu'il y a 4-1 ou 4-0. C'est-à-dire le ratio de ce que tu gagnes et ce que tu perds, l'histoire va quand même dans le sens de défenseurs qui ne prennent pas trop de risques. Et je me demande à quel point l'anglais, qui est pas un mauvais défenseur dans l'absolu sans ballon, à quel point son profil va satisfaire Deschamps ou pas, sachant que si t'es à 3, il y a forcément 2 places à prendre autour de Varane. Si t'es à 2, il y en a qu'une, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Un autre joueur dont le profil pourrait déplaire, ou en tout cas pourrait moins convenir à Deschamps, mais qui là a joué les 2 rencontres, Flo, c'est Upamecano, qui était jusqu'à il y a quelques temps en concurrence avec Kurt Zouma, et c'est vraiment 2 conceptions différentes du défenseur central. Sur le coup, Upamecano est peut-être le défenseur central qui a gagné, en tout cas qui a perdu le plus de points sur cette période, parce que sur l'ensemble des 2 matchs, alors il y a ses erreurs techniques contre la Suède qui l'amènent presque à un carton rouge. Il y a là, encore une fois, contre la Croatie, quelques erreurs techniques, parce que sur ses prises de balles, la pression vient peut-être un peu plus vite, ou en tout cas, il n'est pas forcément dans la position axiale qui connaît un peu plus, ou axe gauche qui connaît un peu plus à Leipzig, et il perd quelques ballons comme ça. Et il y a aussi une gestion de la profondeur assez déficiente. Je me souviens d'une séquence où le ballon vient dans le dos, il essaye de le remettre au sol, de le prolonger jusqu'au gardien. Finalement, il est un peu pressé par un attaquant croate et il renvoie plein axe, et c'est quasiment une occasion de but pour la Croatie.
On se disait que c'était pas forcément le central idoine pour Deschamps et sur ce qu'il a produit et sur ce qu'il a essayé de faire, tu sens qu'entre ce que lui conçoit et ce que l'équipe de France lui demande et peut-être ce que ce football international avec ce contexte-là demande, il y a un sacré écart. Ouais, en fait, je vais pas revenir sur ces 2 matchs parce que tu as quand même fait un bon résumé. On va quand même signaler son but qui reste, qui peut aussi peser, dans la balance de l'autre côté, pour Didier Deschamps, même si bon les résultats restent secondaires dans cette, Ligue des Nations. Mais ouais, quand tu additionnes en fait toutes les actions où la passe, arrive, mais tu sens un rebond, tu sens une hésitation, tu sens que, en fait, tu sens, vraiment le manque de fiabilité, qui peut être, en effet rédhibitoire au plus haut niveau et surtout rédhibitoire pour Deschamps quand il veut trouver sa paire de défenseurs centraux ou son trio, pour le coup. Et c'est vrai que quand tu vois en plus la concurrence derrière, je pense notamment, évidemment, à Jules Koundé qui a sorti une très belle performance lors du Final 8 de Ligue Europa et qui va repartir sur une nouvelle saison, qui a fait ses débuts avec les espoirs. Je ne sais pas vraiment ce que ça a donné, mais je ne serais pas surpris en fait que Deschamps, sachant qu'il y a encore 2 rassemblements d'ici la fin de l'année, il y a octobre et novembre, je ne serais pas surpris que lors du prochain, Upamecano reparte en espoir et que Koundé soit appelé et testé. Parce qu'en plus, c'est le même poste, globalement. En tout cas, dans la défense à 3, là, il serait au même poste que celui qui a occupé Upamecano. Donc, ouais, c'est vrai que sur ces 2 matchs-là, on n'a pas vu l'Upamecano de Leipzig. Après, ouais, les contextes étaient Ouais. très différents. Et On n'a après, pas vu Leipzig non plus aussi, c'est ça peut-être le voilà. problème et en plus quand il avait été très bon avec Leipzig, notamment le match contre l'Atlético, c'était vraiment dans un rôle axial où il devenait Voilà. quasiment, 3e milieu, 6 quand Leipzig avait le ballon, enfin ça avait absolument rien à voir avec ce qui là était demandé. C'est ça, c'était dans un rôle axial, dans un registre totalement différent de jeu. Et oui, donc évidemment, il est à revoir et il est pas à tuer après ces 2 matchs assez empruntés, on va dire. Mais c'est vrai que, quand tu prends le compte à rebours d'ici l'Euro et que tu vois qu'il y a d'autres joueurs à tester à son poste, tu dis qu'après ces 2 matchs-là, Deschamps va peut-être faire les autres tests et ensuite pèsera pour voir qui revient et qui sort du groupe. Ouais, parce qu'il y a Saliba aussi qui va jouer, normalement à C'est vrai. Arsenal et qui pourrait être un concurrent, même si on l'a pas encore vu en équipe de France et les blessures l'ont ralenti. Mais dans un profil axe droit aussi, lui, il pourrait jouer, même si balle au pied aussi, il est capable de prendre des risques également, mais peut-être, plus fort sur la gestion de la profondeur pour le moment. En tout cas, c'est là-dessus qu'Upamecano a un peu pêché sur ces 2 rencontres et notamment le match contre la Croatie. Alors, je lis un peu les thèmes qu'on a écrits sur ces 2 rencontres et il y en a un autre qui ressort sur les 2 matchs, Christophe, c'est le manque de créativité dans l'axe. Alors sur le premier match contre la Suède, c'était Rabiot, Kanté derrière Griezmann et Giroud, Mbappé devant. Sur le deuxième, cette fois, c'était Nzonzi, Kanté, Griezmann et Martial Ben Yedder plus haut. On n'est pas forcément surpris par ce manque de créativité axiale. Pourtant, on se serait dit qu'avec un Griezmann entre les lignes et 2 attaquants qui peuvent servir de point d'appui pour enchaîner après des appuis remises, des appuis soutiens, on aurait pu voir des choses et ça a été vraiment la zone morte du jeu français sur les 2 rencontres. Ouais, il y a plusieurs moyens de prendre le problème. Si on prend ça sur un peu une temporalité de ce qu'on a vu récemment, notamment avec l'Atalanta, parce que, alors je sais pas à quel point Deschamps veut entre guillemets succomber à un effet de mode en se disant bon, il y a quand même beaucoup de défense à 3 qui marchent, peut-être que ça vaut le coup de la tester. Pas mourir idiot, si ça se trouve, ça peut produire de belles choses. Donc, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est maintenant. Donc, je sais pas à quel point, voilà, le fait de voir qu'il y a de plus en plus de défense à 3 qui performent à haut niveau a pu influencer sa réflexion. Mais quand tu vois notamment l'Atalanta, il y a 2 choses très importantes, c'est les centraux. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a les 2 défenseurs centraux excentrés et les pistons. C'est-à-dire que en fait, j'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est vrai que dans l'absolu, tu vois le milieu Kanté Nzonzi qui a été aligné sur ce match-là, voire Kanté Rabiot, parce que même si Rabiot est un peu plus créatif que Nzonzi, qui est avant tout une courroie de transmission, qui est à l'aise voilà pour faire vivre le jeu, mais il n'a pas une créativité folle avec ballon et il va pas beaucoup le porter. Mais tu te dis bon, ces joueurs-là, ça va pas forcément t'amener beaucoup de choses. Donc l'Atalanta joue avec De Roon et Freuler notamment, qui sont pas forcément les 2 milieux les plus créatifs du monde, mais leur travail, c'est en gros se rendre disponible, récupérer la balle et la redonner. Le souci, c'est que tu peux faire ça dans l'absolu avec Kanté, avec Nzonzi, avec Rabiot, mais là, on va dire, t'as un homme du triangle, il faut que les 2 autres soient performants. Et là où Upamecano, Hernandez notamment sur le dernier match, et Sissoko, Mendy en piston
ça va, mais si tu te projettes sur le premier match du Bois-Digne, t'avais pas non plus des éléments qui pouvaient te permettre d'avoir des situations intéressantes. Donc c'est-à-dire qu'on attendait beaucoup plus de la créativité individuelle sur le milieu à deux de l'équipe de France, parce que tes pistons ne vont pas t'apporter ce poids offensif. Tu n'auras pas beaucoup de relais un cran plus haut sur le terrain, à part Griezmann, qui vont te permettre de faire vivre le ballon. Donc en fait, cette responsabilité, elle n'arrivera pas du système et de combinaison en triangle. Elle va être un petit peu diluée, un peu chacun va devoir prendre sa part. Et t'attends forcément beaucoup de Griezmann parce que il peut avoir un peu un rôle à la Papou Gomez, notamment de numéro 10, animateur de jeu, que tu vas devoir réussir à trouver dans les 30 derniers mètres. Le problème, c'est que, tes relais pour arriver dans les 30 derniers mètres étaient pas toujours ultra performants. Et c'est quand même difficile parce que les adversaires voient très bien quelle est la relation à couper, c'est celle entre les deux milieux et Griezmann. Donc du coup, tu es souvent obligé de faire l'appui sur les pistons. Et là-dessus, la différence entre les pistons du premier match et les pistons du deuxième match est énorme. Et la différence entre les pistons du deuxième match et les pistons de très haut niveau, au niveau européen ou mondial, est elle aussi très importante. Donc c'est-à-dire, si tu refais le même match avec un milieu peu créatif, mais à la place de Sissoko, Mendy, Dubois, Digne, tu mets des vrais très bons latéraux, même à Hattebourg, par exemple, qui a joué dans une défense à 4 avec les Pays-Bas, mais qui est piston comme Gosens, les deux latéraux de l'Atalanta. Je suis persuadé que le résultat aurait été meilleur. Oui, après, même si Ferland Mendy, t'imagines que s'il se fixe à ce poste-là dans une équipe et il se développe, il peut y être très bon. Mais c'est vrai que Il peut les même y autres. être meilleur. Hein. Oui, bon, après, Moussa Sissoko aurait peut-être fait une encore meilleure carrière à ce poste-là, d'ailleurs. Quand tu vois les profils de piston, tu vois, Hattebourg, Sissoko, est-ce que c'est pas un peu le même genre de gabarit et de profil technique? Parce que Hattebourg, c'est pas non plus un incroyable. Enfin, c'est pas la finesse incarnée. Donc, je me pose des questions aussi sur ce qu'il pourrait faire il s'était vraiment installé à ce poste-là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les Pistons ont été un vrai souci offensif. Ils ont été aussi un peu plus tactiquement et pas forcément individuellement, Flo, un problème défensif, puisque tu avais noté sur le premier match, notamment contre la Suède, puisque ça a été corrigé d'ailleurs dès ce match et sur le suivant, mais un souci sur le pressing et la hauteur de bloc, notamment des latéraux, qui étaient un peu décrochés de la première ligne et quasiment de la deuxième, et qui du coup simplifiait la sortie de balle suédoise. Ça a duré quoi, 30, 40 minutes, et après Deschamps a corrigé? Ouais, ça a duré assez longtemps parce que j'ai l'impression que Dubois a compris un peu plus vite que Digne, ou alors est-ce que c'était parce que les Suédois passaient plus du côté de Bengtsson, le latéral gauche, plutôt que le côté droit. Côté Mais c'est droit, vrai c'était que Lustig, notre ami. ouais, de l'autre côté, ouais. Mais c'est vrai que sur ce premier match, c'est ce qui m'avait le plus frappé en fait. Euh, En gros, que Digne et Dubois, voilà, quand ils sont servis sur les côtés, qu'ils manquent de créativité, ils ont du champ mais ils vont pas fixer, ils font toujours des passes en arrière. Je vais pas dire que je suis pas surpris, mais voilà, je suis pas étonné qu'il soit limité dans ce registre-là et du coup limité pour ce poste-là. Surtout quand tu compares en effet avec ce que pouvait apporter Mendy, qui pouvait aller fixer, aller attaquer en 1 contre 1, rentrer à l'intérieur et faire beaucoup plus de choses avec le ballon. Mais en fait, ce qui m'a le plus surpris sur le premier match, c'est en effet que même sans ballon, même sur les séquences de pressing, ils n'aient pas forcément compris ce qu'il fallait faire et notamment se positionner plus haut que leur ligne défensive, ne serait-ce que pour sortir sur les latéraux suédois. Évidemment, les Suédois jouaient bien avec ça et les latéraux n'hésitaient pas à décrocher pour se donner encore plus de temps, en créant encore plus d'espace évidemment entre eux et Digne ou Dubois. Donc ça m'a vraiment gêné sur le premier match parce que c'est quand même quelque chose d'assez basique pour presser. Parce que si en 3-4-1-2, tes latéraux ne sortent pas sur les joueurs servis dans les couloirs, pas chez l'adversaire, et ben tu ne vas pas pouvoir presser et tu vas forcément être amené à reculer parce que ça crée des décalages. Ce sont tes milieux qui doivent coulisser et du coup tu recules et tu subis. Donc ouais, j'ai été surpris que ce soit pas intégré dès le départ en fait, qu'ils aient besoin de rectifier au fil des minutes. Et c'est vrai que la bonne surprise, entre guillemets, même si j'aurais trouvé ça grave que ce soit pas rectifié d'un match à l'autre aussi, c'est que sur le match retour, pardon, sur le match face à la Croatie, ça a été corrigé. On a vu Mendy et Sissoko aller beaucoup plus haut. En revanche, du coup, on a vu d'autres problèmes dans l'animation défensive des Bleus, dans le pressing. C'est que lorsque les Croates allongeaient, soit il y avait du problème dans la gestion de la profondeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, soit il y avait des soucis sur les deuxièmes ballons,
où les Français là étaient en difficulté parce qu'en infériorité numérique, tu avais juste Nzonzi et Kanté dans l'axe du terrain face à 3 voire 4 Croates, puisque les Croates jouaient avec Brozovic, Kovacic, Vlasic et Kramaric aussi qui décrochait. Donc c'était compliqué pour la paire française au milieu de terrain. Malgré la grande taille de Nzonzi, qui est plus là pour gagner les premiers que les deuxièmes ballons quand même, hein. C'est sa mission au départ et c'est vrai que Griezmann était un peu loin de lui. Repassons à l'aspect offensif. Christophe, j'aimerais qu'on développe un peu ce thème de l'absence de créativité dans l'axe et notamment l'apport de certains joueurs qui sont sortis du banc. Alors sur le pré-match contre la Suède, on a vu entrer en jeu Ferland Mendy qui était entré sur le côté, Martial qui était rentré devant et qui avait pas mal éliminé, Nzonzi qui était entré aussi en cours de match. Et sur le deuxième, on a vu entrer Kamavinga, Fekir en toute fin de match, puisqu'il est rentré à la 78e, Kamavinga un peu plus tôt avec Giroud autour de la 60e. Est-ce qu'il y a un joueur parmi ces 6-là qui sont entrés en cours de jeu, et certains qui ont fait le deuxième match également, dont tu veux surligner l'apport, notamment sur cette idée de créativité dans l'axe? Bah, déjà, je me rends compte que j'étais assez dur avec Ferland Mendy de le mettre dans le même sac que les trois autres sur ma remarque initiale, parce que c'est quand même un bien meilleur joueur de foot, et notamment sur ce poste, enfin même sur ce poste avancé, même s'il a des vraies compétences de défense à 4. Après, c'est vrai que sur les entrées en jeu, bon, c'est la plus fraîche, mais on est quand même obligé de parler de celle de Kamavinga, qui montre... alors, c'est difficile de pas s'enflammer, parce que, en fait, tu vois ce qu'il est capable de faire à son âge, et tu imagines forcément, avec quelques années d'expérience en plus et le développement classique d'un footballeur, quelle pourrait être la courbe. Mais j'ai Après, quand on s'est fait un peu avoir sur les milieux de terrain espagnols ces dernières années, hein, sur ce thème-là. Bah oui, c'est bien pour ça. Après, il me semble avoir des qualités, en tout cas un package plus élargi que certains milieux de terrain espagnols qui ont émergé, euh, dont tu voyais des qualités, notamment avec ballon. Euh, je pense qu'il y avait un peu le miroir déformant du Barça, de Xavi notamment, et dès que tu voyais quelqu'un qui savait faire des choses très compliquées, mais sur de la conservation sous pression et de l'animation de jeu, tu te disais, ah oui, ça c'est vraiment bien, mais en fait, est-ce que ces joueurs-là avaient la capacité que montre quand même Kamavinga de prendre la balle, de se mettre dans le bon sens, de faire son dribble, de faire 15 mètres et ensuite de donner une balle en profondeur. J'avoue que ça, c'est quelque chose... alors, il y a des joueurs comme Pogba qui étaient déjà très forts, alors un peu tout petit peu plus âgés, mais voilà, mais relativement jeunes malgré tout pour des milieux de terrain et qui n'ont pas connu une énorme progression. Je sens que Pogba, en plus, avait un aspect densité physique que n'a pas forcément Kamavinga, qui est quand même plus frêle, moins large d'épaule. Mais en fait, voilà, c'est une créativité, mais pas en trouvant des passes incroyables. C'est en s'ouvrant le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une passe entre trois joueurs sur un tout petit espace en étant pressé, bah lui va se dégager de la pression et du coup il va peut-être faire la même passe au final, sauf qu'elle sera rendue beaucoup plus facile par le fait que sa conduite de balle, sa vision de jeu, etc. lui aura facilité la tâche. Et j'avoue que cette capacité à résoudre les problèmes me semble plus intéressante sur la durée, parce que c'est quand même très difficile de toujours trouver la bonne passe qui tue. Il y a que quelques joueurs dans le monde qui sont vraiment capables, et De Bruyne, etc., de trouver toujours Messi, je vais pas m'amuser à les lister, mais c'est passes très difficiles en profondeur notamment. Alors que si tu arrives à te sortir de la pression de manière extrêmement régulière, des joueurs comme Thiago, Verratti et les autres montrent que, même Busquets, que c'est quelque chose, une fois que tu as ton dribble de dégagement et que tu sais te mettre dans le sens du jeu, c'est quelque chose qui est durable. Honnêtement, si c'est ça son vrai niveau, parce que ça pour moi c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'il est capable de garder ce niveau-là, même sans progression, si c'est son vrai niveau, déjà là pour moi il a une vraie carte à jouer au niveau de cette équipe de France, parce qu'il me semble déjà ne pas être actuellement si loin du meilleur niveau que d'Adrien Rabiot dans sa carrière, quoi. Plus complet, il a encore des forces à développer, mais je suis vraiment hypé par ce que je vois et j'ai du mal à pas m'emballer. Ce qu'on avait vu de sa première saison, Florent, c'était un jeu d'abord très sûr, avec une très bonne qualité technique et une qualité de passe et de déplacement et d'intelligence de jeu assez étonnante pour son âge, parce qu'il avait commencé, Un jeu, je crois, jusqu'avant 17 ans, ouais, un jeu quasiment. de 6, un Ouais, jeu de 6 qui va organiser sur la largeur et qui va faire circuler la balle.
qui va être très disponible, très mobile. Et en fait, la transformation qu'on a vue déjà en fin de saison dernière, quand il a commencé à jouer 6-8 et à être un peu plus haut sur le terrain, et qu'on a vu ce soir à son entrée, c'est sa capacité à se défaire de la pression, à casser des lignes balle au pied dès qu'il en a l'occasion, et à faire des différences, même dans les 30 derniers mètres, puisque sur sa fin de match face à la Croatie, il met une frappe qui part plutôt bien, mais qui est bien captée par le gardien de but. Une frappe du gauche, il me semble, en repiquant depuis le côté droit. Et une deuxième action où il va déborder, essayer de centrer. Ça fait presque une passe décisive pour Martial qui est contrée par un défenseur. Donc, ouais, tu as une montée en puissance quand même du 6, dont tu vois beaucoup les qualités et tu imagines en effet une évolution. Bon, bah, c'est un mec qui va toucher 90 ballons par match dans une équipe qui aura la possession et qui va distribuer le jeu et qui va faire circuler pour d'autres joueurs qui seront plus hauts sur le terrain. Et là, tu te dis, ah non, en fait, c'est un mec qui est aussi capable de jouer plus haut sur le terrain, de casser des lignes, voire d'être décisif. Et tu te demandes déjà s'il y a 17 ans, tu n'as pas un joueur qui, en fait, peut faire ce qu'on a longtemps dit de Pogba, c'est-à-dire que dans cette équipe, enfin dans n'importe quelle équipe, il serait capable de jouer 6, 8, voire numéro 10. Il fait une Pogba à l'envers. Il a démarré plus Ouais. bas et puis il avance sur le terrain. D'ailleurs, je regardais ses stats. L'an dernier, il a fait 1 but et 2 passes D en 2100 minutes de Ligue 1. Et cette saison, avec 113 minutes, il est déjà un but et une passe D, tout en gardant un pourcentage de passes réussies de 91%. Donc, alors c'est que sur 113 minutes, pardon. Mais il a réussi à garder à la fois la sûreté en y rajoutant pas mal de prises de risque, parce qu'il est à 2,5 tirs par match. Évidemment, c'est sur un match et une entrée en jeu. Mais en tout cas, ça inspire pas mal de choses pour l'avenir, parce que c'est pas forcément des choses qu'on voyait dans ses tout premiers matchs. On se disait même, est-ce qu'il est capable d'aller apporter vers l'avant? Et en fait, il te répond par le but qu'il a mis, genre ce plus contre qui il a mis son but magnifique, là. Contre Montpellier, je crois. Ouais, c'est ça. Qui avait claqué un but en éliminant un défenseur central et derrière en frappant dans un angle fermé. Est-ce que tu as souvenir, Christophe, d'un milieu de terrain de 17 ou 18 ans qui explose comme ça récemment? Je cherche dans ma tête pendant que je le dis, mais Alors, je ça ne dépend vois. ce que tu appelles exploser. C'est-à-dire que Ruben Neves joue la Ligue des Champions à 17 ans avec Porto. C'est pas mal déjà, ouais. Mais C'était c'était très intéressant. Maintenant, il avait. Enfin, tu vois, Ruben Neves est quand même connu. Alors, je sais pas dans le monde entier, mais en tout cas, notamment par nous qui suivons un peu ça, pour ses statistiques où il a plus de buts en première ligue que de touches de balle dans la surface. Et la plupart de ses touches de balle dans la surface, c'est pour des penalties, il me semble. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui se projette assez peu, qui a une vraie bonne frappe de balle, mais qui reste quand même dans ce jeu un peu en sûreté. Alors c'est pas la Nzonzi, mais voilà quoi. Il est plus organisateur que décisif. Et tu vois, enfin, side note, je regardais les statistiques de Kamavinga l'an dernier, 0,8 dribble réussi par match. Là, alors l'échantillon est minuscule, 113 minutes, mais il est à 3 par match. Et globalement, au-delà même des chiffres de cette année et tout, rien que l'impression visuelle, en fait, là, tu vois un joueur qui ne va pas du tout rester à 0,8 sur moins d'un dribble réussi par match, alors qu'en plus, il avait un volume de minutes quand même très intéressant par match, quoi. Il rentrait pas 5 minutes. Mais un milieu de terrain aussi complet, honnêtement, vraiment difficile déjà, ne serait-ce que jouer à ce niveau-là, à cet âge-là, sur ce poste où, pour le coup, Bah, il y a quand même beaucoup d'exigences le dernier, c'est Fabregas à Arsenal, en fait, à cet âge-là, j'ai l'impression. et qui était même plus, un peu plus Plus haut jeune dans encore, ma je crois. tête. Ouais, Ouais. je le... Qui me semble commence à vraiment 16 ans et s'installe dans l'équipe d'Arsenal. Je réfléchis à quel âge démarre Alcantara, mais il démarre dans un Barça où tout le monde est très très fort et il fait des bouts de match. J'avais l'impression qu'Oliver Torres avait démarré très jeune et en fait sa première grosse saison à Porto, il a déjà 21 ans. Depuis, c'est très difficile. Saoul, je crois que quand il explose vraiment, il démarre latéral gauche avec le Rayo. C'est un peu Il me semble différent. qu'il a déjà 19 ans. C'est à cet âge-là, 2 ans, c'est Oui, quand même énorme, quoi. Parce qu'il y a 2 ans, Kamavinga en avait 15. Et personne ne savait qu'il existait, à part ceux qui suivent vraiment les équipes de jeunes. Mais pour le coup, enfin vraiment, j'insiste là-dessus, et c'est un peu redondant. Mais ce que disait Florent, c'est-à-dire commencer en tant que numéro 6, très disponible, qui sort de la pression, et tu recrutes Nzonzi, qui du coup sait faire ça aussi, et tu montes d'un cran et tu montres des qualités de dribble, de percussion, de tête levée, d'avant-dernière, de dernière passe, même de but. Là, on l'a vu sur le début de saison en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'âge,
enfin même à 22 ans, je trouverais ça pas incroyable, mais en tout cas très très fort d'être capable d'avoir cette mue-là. Et c'est vrai que c'est là-dessus où tu te dis, bon, il n'y a pas de raison, hein, mais si tu le tentais même un cran plus haut, en genre deuxième attaquant d'un 4-4-2 qui serait numéro 10 quand t'as la balle, je suis sûr que même là, ça pourrait être très crédible. Tu veux dire à la Marcos Llorente? C'est ça, c'est exactement à ça que je pensais. Et je regardais aussi la carrière de Tony Kroos, donc j'ai regardé d'ailleurs le docu qui lui est consacré sur Arte, là, qui est pas mal d'ailleurs, qui est un bon docu, qui est pas exceptionnel. J'avais lu des trucs dithyrambiques sur Twitter, je m'attendais à quelque chose de révolutionnaire. Bon, tu vois ce qu'est la vraie vie d'un footballeur qui démarre en fait sa première grosse saison avec Leverkusen où il est prêté. C'est 2009-2010, donc il a déjà 19 ans, ce qui est énorme par rapport à Camavinga finalement. Donc si quelqu'un a des suggestions parmi nos auditeurs de milieu de terrain qui démarrent très jeunes, je suis sûr qu'il y en a dans des championnats un peu moins connus. Peut-être que Modric a commencé très tôt, peut-être que des joueurs dans des championnats un peu plus mineurs ont commencé vraiment en avance parce que comme il y a moins de densité de joueurs, il y a plus de place Bah, pour démarrer. Mais là, en tout cas, c'est assez historique. c'est vrai qu'Odegaard commence à 15-16 ans, mais il Ouais. explose vraiment. Et puis, enfin, la Real, je suis pas persuadé que ça soit un niveau supérieur à Rennes. Il explose vraiment à 20 ans, quoi. Donc, ouais, il y a débuté et débuté, quoi. Là, c'est vraiment le niveau au-dessus. Sachant qu'Odegaard était coaché de 8h du matin à 20h du soir par son père pendant 10 ans. Donc le mec a déjà 14 000 carrières de footballeur dans sa vie. Je regarde Modric, quand est-ce qu'il commence à jouer vraiment? On le voit pas Ouais, parce 18. que ouais. 18 ans. Ouais, c'est ça. 2 ans de plus que Kamavinga. Donc là aussi, c'est assez marquant. Bref, si vous avez des idées, vous nous envoyez ça sur Twitter, sur Discord, peu importe, on est partout. Voilà pour Kamavinga. Alors Upamecano, on en a déjà un peu parlé. Ce 3-4-1-2, Flo, au départ, il était quand même pas mal construit pour un joueur comme Griezmann. Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qu'on garde de ces deux rencontres? Alors il y a son superbe but au bout d'une action, d'ailleurs assez classe et assez belle de l'équipe de France, avec une passe d'aide Martial. Mais sinon, qu'est-ce qu'on retient? Il y a ce pénalty raté sur le premier match qui sont là aussi des faits de jeu, mais qu'est-ce que tu gardes vraiment dans son apport au jeu et sa performance sur 180 minutes de match? Bon, c'est très moyen, mais d'un autre côté, on a parlé à la fois des problèmes des Français pour relancer et des problèmes derrière du milieu de terrain et du manque de créativité du milieu de terrain. Donc, je pense aussi que Griezmann, dans cette position de 10, il est tributaire de la capacité de l'équipe à lui remonter les ballons. Alors, certes, il pourrait aussi peut-être un peu plus bouger pour se rendre disponible, mais là, tu es sur un match de début de saison. Je pense pas que les joueurs soient à fond déjà sur le plan physique. Donc je vais pas non plus m'acharner sur lui de ce point de vue. Les rares moments où ça s'est bien goupillé et où il y a eu des actions, il était dedans. Après, c'est sûr qu'en termes de volume, tu attends beaucoup plus d'un mec installé numéro 10 dans un système qui, a priori, est taillé pour lui et pour le remettre dans les meilleures conditions au centre de tout. Donc, il est à revoir évidemment à ce poste parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre, je pense, Et capable de le bousculer. il y avait été assez bon lors des rassemblements précédents, même si c'était pas derrière deux attaquants, mais parfois un seul ou trois, puisqu'il y avait vraiment Ouais. Giroud et deux ailiers. Et il avait pris une sacrée dimension finalement avant d'aller au Barça. Donc ça commence à faire longtemps, mais vu que le foot a été arrêté, les matchs de l'équipe de France remontent à longtemps. Mais je crois que son début de saison 2019-2020, il y avait eu quelques bons matchs avec l'équipe de France et était vraiment devenu un 10 dans la foulée de sa Coupe du Monde. T'as l'impression qu'il a pas mal perdu en mobilité, en influence sur le jeu. Alors mentalement, on sait pas trop où il en est parce qu'on n'est pas dans sa tête. Mais le passage au Barça, t'as l'impression qu'il lui a fait du mal aussi dans le jeu globalement, même dans un contexte hors Barça. Et même physiquement, hein, dans la capacité à faire beaucoup de courses, se rendre disponible, etc., etc. Tout au long de la saison au Barça, c'était compliqué. Même s'il était à contre-temps, etc., il y avait aussi la débauche d'énergie et la capacité à redoubler les courses, les sprints, où tu avais l'impression aussi qu'il avait perdu quand même beaucoup de choses par rapport à l'Atlético. On est sur un joueur qui a 29 ans, qui approche la fameuse trentaine. Et est-ce que c'est quelqu'un qui se remet toujours aussi facilement de l'enchaînement des matchs, etc., qu'il pouvait le faire il y a 2, 3, 4, 5 ans? Qui doit être aussi un des mecs en Europe qui a joué le plus de matchs sur les 5 dernières années, je pense. Aussi, oui, il y a ce take qui ressort souvent quand ça parle de NBA dans les podcasts américains, du nombre de minutes jouées pour certains joueurs, en se disant là ils vont prendre un mur et ils risquent de le sentir passer physiquement. C'est peut-être ça qui est en train de lui arriver. Il doit peut-être changer des choses dans sa manière de
de se préparer sur le plan physique. Je sais pas, mais c'est vrai que son énergie, sa mobilité, sa disponibilité, c'était quand même une de ses plus grandes forces avec l'Atlético et avec l'équipe de France. Et s'il perd ça, lui, comme les gens autour de lui, parce qu'ensuite, quand tu arrives à le trouver, ça reste intéressant. Mais s'il est moins disponible, il va être forcément moins indispensable pour la suite, je pense. Parce que là, je suis en train de regarder ses minutes du jeu lors des saisons, en gros de 2014 à peu près, même 2012, tu peux aller jusqu'à 2019. À la Real, il fait 2800 minutes, 2600 après sur sa dernière saison là-bas, 2005 à l'Atlético, 3000, 3000, 2005, 3200, 2005 au Barça cette saison. Et ça, c'est que en championnat. Parce que si tu prends en plus la Ligue des Champions, comme il va souvent assez loin, là, il est sur 650 minutes, 720, 630, 529, 1068 en 2016-2017, 1135 l'année où l'Atlético va en finale. Et en équipe nationale, tu as aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs avec l'équipe de France. C'est quasiment un des seuls qui démarre tous les matchs. Donc pareil, c'est du 500-600 minutes par saison à chaque fois minimum. Il faudrait faire le total, mais je pense il a pris 10 ans en 5 ans parce qu'il joue tout depuis 2014 à peu près, depuis son transfert à l'Atlético, pardon. Il a joué énormément. Sur le match contre la Suède d'ailleurs, Christophe, sur ce rôle de numéro 10, j'ai l'impression que c'est un peu, à avoir vu quelques bouts de match et avoir vu et lu ce que vous avez écrit sur la conversation, que c'est un peu de façon Mbappé qui a repris le rôle du créateur qui reçoit balle au pied. C'est une évolution qu'on avait déjà vue sur certains matchs de l'équipe de France où Mbappé décrochait pas mal pour recevoir le ballon. Qu'est-ce que tu penses de cette idée et de cette tendance qu'on voit un peu chez Mbappé ces derniers temps de vouloir quelque part être un créateur autant qu'un finisseur? C'est un peu pareil, l'inverse de. On parlait de Camavinga qui fait une reverse Pogba. Est-ce que Mbappé est pas en train de faire une reverse Ronaldo? Bah, en fait, je me pose la question de savoir est-ce qu'il a vraiment besoin de ça pour atteindre le maximum de son potentiel. C'est-à-dire que, tu vois, il y a parfois, j'en suis même à oublier que c'est vraiment un excellent joueur. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs fois, sur le match face à la Suède notamment, où je me dis, putain, mais entre guillemets, est-ce que c'est un si bon joueur que ça, tu vois, alors que je sais que c'est un top joueur, hein. Mais en fait, je le vois, comme tu le vois un peu hors de sa zone de confort, qui le deviendra peut-être, mais qui pour l'instant ne l'est pas. Tu te dis oui, bon, ok, mais j'ai vu d'autres joueurs dans cette position faire mieux, donc du coup, est-ce que Mbappé, qu'est-ce que ça vaut? Alors que quand il est mis dans les bonnes conditions, et je pense qu'on va assez vite le revoir en Ligue 1 quand il sera plus covidé, il va encore mettre la misère à tout le monde et marquer un but, je sais pas, toutes les 70 minutes. Mais c'est vrai que, alors, en fait, faut voir aussi ce dont a besoin l'équipe de France. J'avoue que à partir du moment où t'as Griezmann, qui effectivement a ses minutes et qui a aussi ses kilomètres parcourus, parce qu'il a énormément couru quand il était avec Simeone. À partir du moment où t'as Griezmann quand même qui peut t'apporter cette chose-là depuis l'axe du terrain, est-ce que Mbappé doit, alors tu peux appeler ça marcher sur ses plates-bandes ou l'aider selon comment tu le prends, mais est-ce qu'il doit sortir de son rôle ou est-ce qu'il doit rester un attaquant qui va percuter? Pour moi, sa marge de progression, il me semble avoir dit après le podcast sur la finale de Ligue des Champions, c'est plus sur la technique de frappe notamment. J'avoue que on critique parfois sa technique dans les petits espaces. Tout le monde a plus de mal dans les petits espaces que dans les grands, et il est vraiment vraiment loin d'être indigne. Pour le coup, il est capable de faire de très belles choses. Même là sur son but, hein, c'est quand même entre guillemets dans des petits espaces. Il y a un peu coup de billard machin, mais n'empêche qu'il prend la bonne décision. Mais pour moi, il doit améliorer sa technique de tir, notamment, je sais pas, pourquoi pas être amené à tirer des coups francs, des choses comme ça. Vraiment être un très bon finisseur dans toutes les positions, plutôt que de devoir devenir un meneur auxiliaire ou meneur, surtout que sa destinée pour moi est de jouer jusqu'à, je sais pas, 32-33 ans minimum dans des excellents clubs. Et qui dit excellent club, dit en gros, club qui aura déjà un créateur. Là, il a Neymar avec lui au PSG. Est-ce qu'il a besoin de prendre un peu de la créativité de Neymar? Je suis pas sûr. Pour moi, il doit plus prendre de la finition qu'autre chose. Et tu vois, même s'il va au Real ou autre, il y aura toujours, a priori, des meilleurs passeurs que lui et des joueurs qui, plus bas sur le terrain, seront capables de faire ça. Donc, moi, je vais pas le conseiller, hein, mais c'est vrai que j'imaginerais plus essayer de viser une trajectoire à la Cristiano Ronaldo, qui est capable de marquer encore son wagon de but, qui a encore mis un doublé ce soir, plutôt que d'essayer d'avoir une espèce de rôle total de numéro 10, 9,5, où je pense qu'au maximum du maximum, il aurait peut-être le niveau qu'avait Griezmann à l'Atlético il y a 2-3 ans. Mais est-ce que là, ça serait pas un peu se perdre? J'avoue que je me pose la question. Ouais, après, moi, en fait, mon inquiétude par rapport au match face à la Suède sur ce qu'a fait Mbappé,
Je pense que d'un autre côté, le jeu le demandait parce que les Français semblaient incapables de créer quoi que ce soit. Donc il fallait une étincelle individuelle et elle est venue de lui. Maintenant, la question que je me pose en effet sur les semaines et les mois à venir et les prochains rassemblements, c'est qu'à partir du moment où ça va mieux se passer, collectivement, en espérant que ça se passe mieux collectivement et que tu te retrouves par exemple avec des pistons un peu plus compétents. Prenons l'exemple simple où Mbappé se serait retrouvé dans les trois de devant avec Martial et Griezmann ou avec Ben Yedder et Griezmann, par exemple, à la pointe de l'attaque. Alors que ça se passe un petit peu mieux pour remonter les ballons, est-ce qu'il n'aurait pas été à contre-temps en voulant tenir ce rôle qu'évoquait Christophe, c'est-à-dire ce rôle du créateur qui va essayer de faire des différences individuelles. Donc mon inquiétude, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sortent en effet de ce rôle de finisseur en équipe de France parce que le statut, parce que voilà, c'est son équipe, parce que Griezmann est un peu moins bien, il faut qu'il en fasse un peu plus à la création, par exemple, et que du coup, il se retrouve un petit peu déconnecté des autres, à faire le truc dans son coin, parfois à faire des différences, mais que ça pose des problèmes collectifs et que du coup, tu te retrouves à arbitrer entre Mbappé qui veut faire beaucoup de choses et l'équipe de France qui a besoin de lui, mais à un endroit particulier du terrain, en l'occurrence peut-être au poste de finisseur. Donc je me pose cette question-là, sachant que c'est déjà arrivé en équipe de France avec des joueurs beaucoup moins talentueux que lui, et ça avait posé des soucis. Et je pense que les mois à venir permettront de répondre à cette question, mais d'ici l'Euro, c'est vraiment un point qu'il faudra surveiller, je pense. Merci Florent pour ce petit point. Je t'avais senti inspiré, donc j'étais resté silencieux dans mon coin, collé au tableau. Alors, si je vous mets un peu là, vraiment dans l'inconnu, parce que je n'ai pas du tout préparé cette séquence et que j'y pense maintenant, mais s'il fallait construire un 11 pour le match contre le Portugal, le prochain match de l'équipe de France qui se déroulera d'ailleurs le 11 octobre, ça tombe bien. Comment vous le construiriez et avec qui? Je vous rappelle qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient absents, notamment avec le parcours du Bayern Munich, puisque Pavard, je crois, n'était pas considéré comme sélectionnable. Pareil pour Ouais. Tolisso peut-être, il faudrait que je vérifie ça. Il y avait des joueurs qui étaient également covidés, comme on en parlait tout à l'heure avec Mbappé, donc là, Aouar et Pogba n'étaient pas là pour ça. Je crois que Ndombele, c'était ça aussi, même s'il n'aurait pas forcément été dans la liste, vu qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Mais Florent, puisque tu as l'air au courant des absents du Bayern, si là je te dis tu es le sélectionneur de l'équipe de France le 11 octobre, tu pars sur quel 11? Pas forcément d'ailleurs dans le système de 3-4-1-2, qui d'ailleurs ne survivra peut-être pas à cet épisode. Alors, si je vais rester en 3-4-1-2, histoire de rester dans cette dynamique. Après, c'est vrai que, en plus, au moment d'affronter le Portugal, peut-être que le pragmatisme de Deschamps reprendra le dessus et qu'il décidera de revenir à quelque chose de sûr, vu que ça se présente comme une petite finale dans le groupe déjà, vu que les Portugais ont eux aussi gagné leurs deux premiers matchs. Donc je vais rester quand même en 3-4-1-2 en imaginant que ça ne soit pas ça. Lloris dans les buts, ça bouge pas, je vois pas pourquoi on y toucherait, même si son jeu long reste un petit peu gênant parfois. À droite, je reste dans mon côté revue d'effectifs et je mets Jules Koundé. Pour sa première, ça serait compliqué de démarrer face au Portugal, mais pourquoi pas. Varane qui fait son retour dans l'axe. Axe gauche, j'ai une hésitation entre l'anglais et Kimpembe. Donc voilà, vous choisirez si vous voulez. Je pense qu'en piston droit, j'imagine que les Bavarois feront leur retour et que donc Pavard sera relancé piston droit et testé à ce poste-là. À gauche, je serais vraiment pour revoir Ferland Mendy. Dans le cœur du jeu, j'espère que Pogba sera de retour et pourquoi pas, après son entrée en jeu, je serais enclin à le lancer à lancer Kamavinga aux côtés de Pogba. Et devant, je vais faire un trio avec Griezmann, Mbappé et hésitation entre Ben Yedder et Martial parce que je me pose une question sur la compatibilité entre Martial et Mbappé. Mais bon, en même temps, si tu les testes pas ensemble, tu sauras pas s'ils sont compatibles ou pas. Donc, allez, Griezmann, Mbappé et Martial. Très bien, merci Florent. Christophe, à ton tour, tu peux reprendre le 11 de Flo si ça t'intéresse pas comme question. Je sais que tu aimes bien me renvoyer dans les cordes parfois. Mais si tu as une idée, je t'en prie, vas-y, changer le système, changer de joueur, mettre quelqu'un que tu adores qui n'a jamais été sélectionné, vas-y. Alors c'est un peu de l'impro, surtout que j'ai pas en tête tous les états de forme. Allez, je te dirais 4-3-3
avec Pavard à droite, Ferland Mendy à gauche. Parce que Ferland Mendy, je pense, doit s'installer comme étant... Alors, il y a vraie interrogation avec Lucas Hernandez, qui a fait des super performances avec l'équipe de France, mais qui reste un joueur... Enfin, en fait, dont la carrière, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience de la carrière de Lucas Hernandez, qui a très peu joué dans sa vie. Tu vois, tu disais là, les saisons à 3000 minutes en championnat de Griezmann. Dans toute sa carrière, Lucas Hernandez, il en a 7700, sachant qu'il y en a 1400 avec la réserve de l'Atlético. Donc, Attends, je fais un petit quiz improvisé, parce que toi, je pense que tu connais l'âge, Christophe, mais à ton avis, Florent, quel âge a Lucas Hernandez? Il est de 96, donc il a 23 ou 24. c'est ça, Ah, 4 j'ai ans. l'impression. Tu es bien renseigné, hein. Tu as des bonnes infos, Florent. Mais je pensais piéger, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il vient de sortir. Mais en fait, 96, c'est la génération quoi? C'est Martial, je crois que c'est un 95? Ou peut-être 96 Ouais, d'ailleurs. 96, c'est C'est la génération non, Pavard, déjà, parce qu'il a le Peut- même âge. Coman. Ouais, c'est ça. ouais. Coman a 24 ans aussi. Et il a joué 4 fois moins que ces mecs-là. Ouais, c'est ça, il a. Mais c'est pour dire, en fait, j'ai des interrogations sur Hernandez. Est-ce que la vérité se trouve dans le mondial ou est-ce que c'était pas un truc un peu improvisé? Parce que dans l'absolu, Hernandez, dans sa carrière, il a 7 passes décisives, soit autant que Digne la saison dernière, quoi. Donc c'est quand même un truc qu'il faut rappeler, même si j'ai pas envie de tresser des louanges à Lucas Digne. Mais bon, Mendy a quand même pour moi un niveau assez nettement supérieur sur la durée, sur l'aspect récent à Hernandez. Donc du coup, Pavard, Mendy sur les côtés, dans l'axe forcément Varane. Après, je suis assez incertain. Il y a tellement de monde que je serais d'avis de tenter Jules Koundé. C'est quand même fou que tu te dises que dans les 23, il n'y a pas quelqu'un qui vient de faire une super finale de Ligue Europa et qui, si tu prends la phase finale de Ligue Europa, est peut-être, alors peut-être pas le meilleur joueur, mais qui doit être dans les 3 ou 5 au pire meilleurs joueurs de la compétition sur les 3 derniers matchs, parce qu'en plus Diego Carlos était nul à chier. Donc clairement Koundé avait tenu la baraque sur le plan défensif. Au milieu de terrain, Pogba, je sais pas où il en est. Est-ce qu'il sera apte dans un mois? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que vous savez ça? Je comprends plus trop où on est Pogba, mais je crois que là, c'était juste à cause du Covid qu'il était pas là, non? Ouais, je crois aussi. Ouais. Non, mais je vous pose la question, hein. J'avais pas de présupposé dans un sens ou dans l'autre, mais puisque des fois il est annoncé blessé 3 semaines et que tu le vois 4 mois après, je sais jamais trop. Non, Mais mais c'est vrai que pour des gens rémunérés, on n'a pas très bien révisé sur le cas des blessures là. D'ailleurs, ce petit nul à chier, Christophe, voilà. À la fois je l'aime, mais je me dis vraiment, est-ce que nos auditeurs ne méritent pas mieux? ouais, mais est-ce que le football ne mérite pas mieux qu'un défenseur qui concède 2 ou 3 penalties en 3 matchs avec des fautes stupides? Ouais, Mais c'est vrai que les auditeurs méritent mieux. J'étais un petit peu déçu de moi en le disant, mais bon, il est minuit. Vas-y. Je suis un petit peu fatigué. Puis Diego Carlos a fait une bonne saison, donc j'étais assez déçu de sa fin de tournoi. Donc au milieu de terrain, Kanté, Pogba. J'aime bien les 4-3-3, mais je vais laisser Kanté, Pogba avec Griezmann en 10. Donc ça sera mon 4-2. Alors 3-1, là j'ai le 10. Sur les côtés, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre. Awar, Ah, tu veux Bah, mettre tu, mets- Aouar aussi? bah, tu peux mettre Aouar dans le rôle côté à gauche gauche, que Genesio lui donnait lors de sa dernière saison. Ouais, dans le Matuidi rôle euh, de Deschamps. ouais, ça dépend. Du coup, ça peut peut-être faire un truc asymétrique. Ouais, après, ouais. Mais le problème, c'est que j'ai plus de candidats à gauche qu'à droite. J'ai pas Ah, envie de mettre. tu pensais à qui là? J'aimerais bien mettre Coman, enfin un ailier de débordement, et du coup, si Aouar est plus dans le contrôle et dans la possession de l'autre côté. Mais je sais pas. Ton exercice m'embête Ok. parce que je ne sais pas construire l'équipe et je ne sais pas. En plus, ça dépend aussi de comment s'alignera le Portugal, quelles sont tes ambitions, etc. Mais en tout cas, j'ai pas envie de revoir Dubois, Digne, Ah, Rabiot. J'ai pas trop envie de le revoir non plus. bah, fais-moi un 11 des joueurs que tu ne veux pas voir. Pas tous ceux que je t'ai donnés là. Tu veux Euh, pas voir de latéraux en fait. ouais. Ah, par contre, c'est vrai que Kamavinga, la question peut se poser, mais est-ce que tu le lances titulaire dès ce match-là? Est-ce que c'est pas un peu tôt pour pas mal Pour, de pour moi, pour moi, tu lui donnes le brassard. D'accord. Bon, on lui donne le brassard à ce moment-là et puis on le met en pointe. Et le mec va claquer un doublé et on va arrêter le foot. Non, mais je sais pas trop. Je t'avoue que sur animation offensive, tu peux faire mal de choses. J'ai trouvé, on n'a pas parlé, mais Ben Yedder, plutôt intéressant. Sur, Ouais, bah, il est sur l'action du deuxième but français, c'est lui qui a la petite déviation magnifique pour Martial.
Ouais, tu vois lui que dans les petits espaces, alors ça ressort sur le truc du futsal, alors son histoire avec le futsal est légèrement exagérée, quoi. Il n'y a pas non plus une formation futsal, il a fait un peu de futsal, mais voilà. Oui, et puis il y a plein de footballeurs qui ont fait du futsal. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il ait fait plus de futsal dans sa vie que Coutinho, par exemple. Après, c'est peut-être un des footballeurs français qui a fait du futsal de façon la plus professionnelle, quoi. Oui, oui, mais bon, moi Et j'ai à assez parlé haut avec des niveau. mecs j'ai parlé avec des mecs qui faisaient du futsal, ils faisaient pas des entraînements de futsal, il allait faire les matchs le week-end, mais il n'était pas tous les jours à s'entraîner avec les autres au futsal, quoi. Il y a quand même un petit peu de mythe autour de ça, mais bref. Mais oui, non, sur l'animation offensive, on peut faire pas mal de choses, j'ai pas trop d'avis, mais ce qui ressort là de mon monologue qui n'a strictement aucun sens, c'est que la défense à 3, me semble pas toujours adapté aux sélections nationales. Tout à l'heure, je faisais le comparatif avec l'Atalanta. Et c'est vrai que j'ai peut-être été dur avec l'équipe de France de la comparer à un club qui peut s'entraîner là-dessus depuis plusieurs années avec plusieurs entraînements par semaine. Mais je trouve ce système en sélection assez difficile à animer, assez réactif et beaucoup dépendant des pistons. Et je suis pas sûr qu'en France, t'aies les pistons pour jouer dans ce système-là. Alors on peut, pourquoi pas, persévérer et ça peut fonctionner. Mais je suis d'avis que, avec en plus la philosophie de Didier Deschamps, qui veut qu'en gros son système lui apporte de la sécurité et que ses individualités fassent la différence sur le plan offensif, je suis pas persuadé que la sécurité apportée par 3 défenseurs plutôt que 2 compense le fait que tu enlèves un milieu de terrain créatif et que du coup Ouais. tu te prives de certaines opportunités de l'autre côté du Bah, terrain. c'est vrai qu'on a vu des sélections avec 3 défenseurs centraux être très protagonistes, hein. On peut penser au Chili de Bielsa, l'Italie de Conte, l'Allemagne de Joachim Löw, mais c'est vrai que c'était sur des projets au long cours, avec des philosophies très, très fortes, parfois radicales, parce que l'Italie de Conte, de l'Euro 2016, c'est une des équipes avec le plus de personnalité depuis pas mal d'années, en tout cas équipe nationale. Mais c'est vrai que là, en équipe de France, alors nous qui réclamions un peu de variété, on va pas se plaindre que ça essaye une défense à 3. Je crois que je sais même pas quand la dernière fois l'équipe de France avait vraiment essayé une défense à 3. Je me rappelle qu'il y a toujours le début d'époque Domenech, où ça essaye des défenses à 3 avec Gaël Givet, avec Toto Schillaci, euh, avec des joueurs comme ça, avec Bernard Mendy couloir gauche, avec devant Louis Ndoula. Enfin, c'était incroyable. Il y avait Benoît Pedretti dans l'axe, Kamel Meriem sélectionné. C'était fantastique cette époque. Mais c'est vrai que depuis, il n'y avait pas eu beaucoup de tentatives. Donc on a vu. Il faudra revoir avec peut-être plus de temps pour bosser ça. Là, c'est vrai qu'avec tout le contexte, les joueurs blessés, les Covid, etc., enfin, je pense qu'il a eu le temps de faire un entraînement, du tableau noir, et après, c'est tout, quoi. Je vois pas vraiment ce qu'ils ont pu bosser plus que ça sur ce système-là. Christophe, puisque tu étais un peu embêté par ma question sur le 11 contre le Portugal le 11 octobre, puisque c'est le prochain match des Bleus, je vais proposer, et d'ailleurs on va vous proposer une petite séquence du jeu du directeur sportif. Alors on n'a pas de jingle, il faudrait qu'on y travaille, on n'est pas vraiment musicien, on n'est pas non plus chercheur de musique, mais on va avoir jusqu'à la fin du mercato qui se termine en octobre, je n'ai pas la date Le précise, 5. le 5 octobre, très bien. Le 5 octobre, jusqu'au 5 octobre, dans tous les épisodes, on essaiera de faire une petite séquence jeu du directeur sportif. C'est-à-dire, il y a certains épisodes de la saison dernière qui sont encore pertinents. Et là, Christophe, on est sur une mission, un latéral droit pour le PSG, euh, particulièrement motivé par la Final 8 du PSG où Thilo Kehrer était titulaire. Quel nom proposes-tu pour occuper ce flanc droit au Paris Saint-Germain? Alors c'est terrible, c'est qu'avec Florent, on a essayé de chercher chacun de notre coin. Puis en fait, il m'a soumis un nom. Enfin, je lui ai dit, bah moi j'en vois plusieurs, mais vraiment un. Et puis il m'a donné le nom et j'ai fait, bah oui, évidemment. Donc c'était. Attention Christophe, avant que tu te lances dans un de tes monologues adorés de nos auditeurs, tu as 3 minutes. Ouais, non, mais ça va être très court. Enfin, je dis ça, ça ne le sera absolument pas. Stefan Leiner, du coup, le latéral autrichien du Borussia Mönchengladbach, qui a fait une saison à Gladbach après en provenance de Salzbourg où il avait passé 4-5 ans et saison très convaincante sachant que déjà à Salzbourg on l'avait vu à la fois en championnat et en Ligue Europa et c'était vraiment très fort. Alors il a percé sur le tard finalement parce que comme je disais 28 ans quand tu compares, alors on va pas forcément parler de Kamavinga, mais même à d'autres latéraux, c'est tard pour découvrir un grand championnat. Mais pour moi, il cumule un peu tout, c'est-à-dire à la fois cet talent offensif qui lui permettait d'être latéral dans le système en losange de Salzbourg,
où du coup ça se rapproche quand même un petit peu du rôle de piston qu'on peut demander dans une défense à 3, puisque tu es tout seul à animer ton couloir, donc du coup tu peux être amené à avoir des positions moyennes un peu plus hautes qu'un défenseur de défense à 4 classique, mais en phase défensive il est aussi capable de bien tenir son rôle, habitué à être dans des équipes de pressing, puisqu'à la fois Salzbourg et Mönchengladbach sont, alors le Gladbach de cette saison, de Marco Rose, pas forcément celui des années précédentes, mais sont parmi les équipes qui vont le plus défendre en avançant en Europe, mais qui gardent malgré tout une certaine, comme je disais, sécurité. Hein. C'est pas je sais pas, Hakimi par exemple, qui a un super contre-attaquant, mais qui dès qu'il est en défense placée, c'est un petit peu plus compliqué. Alors Hakimi a affronté des attaquants un peu plus forts que ceux qu'a affronté Leiner, mais malgré tout, Leiner m'a semblé très crédible dans tout. Bon passeur, bon centreur, joueur assez complet, qui en plus, enfin, moi je rapproche un peu son profil de Bernat, c'est-à-dire c'est peut-être pas le meilleur latéral du monde, mais il est soluble à la fois dans défense à 3, en lui demandant d'aller plus haut, dans défense à 4. Il n'y a même pas besoin, mais je suis même sûr que si tu devais le décaler en défense centrale, il pourrait être assez bon, voire pourquoi pas même être ailier. Donc voilà, et pas trop cher, donc accessible avec les soucis. Enfin les soucis, avec les vérifications du fair play financier et machin, et la volonté, pourquoi pas, de faire des transferts un peu plus clinquants à d'autres postes. Quand tu compares à Thilo Kehrer qui a un projet et qui a du mal à aboutir, là, Leiner, pour moi, sur la saison écoulée, c'est dans le top 5, à vue d'œil, des meilleurs latéraux droits d'Europe, et pour moi, ça serait vraiment une nette hausse par rapport à ce qu'a pu connaître le PSG. Stefan Leiner qui a claqué une passe D lors du dernier match de l'Autriche, défaite contre la Roumanie de Dragos Grigore. Est-ce que vous vous rappelez de Dragos Grigore Oui. qui a joué notamment au TFC Malheureusement, ouais. entre 2014 et 2016, qui est ensuite parti au Qatar et qui là est de retour en Europe puisqu'il est à Ludogorets. Il a 34 ans et il est titulaire en défense centrale avec Chiriches pour une des défenses les plus incroyables d'Europe. Parce que je pense pas qu'il y ait deux joueurs plus différents que Chiriches et Grigore qui soient associés. Chiriches, c'est un genre de Beckenbauer roumain et Grigore, c'est un genre de, je sais pas, de Grigore. Je sais pas trop quoi dire. Eric Cubillier roumain. J'allais dire de Douglao, de roumain, mais je ne sais pas. Je regarde le reste du 11 roumain et je connais quasiment personne. Alors il y a Tataru Senghor dans les buts, mais les autres je ne les connais pas. Il n'y a pas de Yanis Hadji. En tout cas, je ne le vois pas. Il n'était pas sur le terrain. Et l'Autriche, il y avait pas là-bas, tiens, qui devait. Ah oui, il y a du Bayern, donc il ne pouvait pas jouer. Défaite de l'Autriche 3-2 contre la Roumanie. Voilà pour ce petit point jeu du directeur sportif avec notre premier nom, Stefan Leiner, latéral droit de Gladbach pour le Paris Saint-Germain. On peut passer maintenant à notre séquence Paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. La séquence prono où je vais évidemment à nouveau donner l'honneur à Christophe de commencer, Christophe Daguette, puisque tu as été le grand champion, il faut le dire, de la saison précédente, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps, Christophe. Les chiffres ont été publiés par une personne malhonnête sur Twitter, Rensar, qui a truqué clairement les résultats, parce que je vois que Florent est dernier, alors que c'était jusque-là vraiment le prince des paris. Christophe, apparemment, tu as terminé avec le premier bilan positif de l'histoire de Vue du Banc. Déjà, on sent qu'il y a une erreur dans les calculs. Plus 7,5 avec un gain moyen de 13%. Sur 56 paris, tu en as réussi 19. Ce qui n'est pas énorme, mais vu que c'était des cotes assez élevées, tu finis dans positif. Tes meilleures performances ont été en Ligue Europa, en Liga et en Bundesliga. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas faire des paris sur la Ligue 1. Absolument. En tout cas, T'as pas le choix. En tout cas, je me nourris de ton sel, qui me permet d'avoir des sels minéraux pour être en parfaite forme. Ça fait toujours plaisir, effectivement, oui, ce tweet est dans mes favoris. Alors, j'ai jamais réussi plus de 4 paris à la suite, mais bon, j'ai su rentrer, être performant quand il fallait. J'ai pris les paris les uns après les autres, et au final, ce 13% supérieur à la normale, enfin au zéro, et une forme d'exploit, on peut le dire. Alors, mes paris de la semaine. Le premier, c'est Lens PSG. Je sais que Florent aura un pari un peu plus sur le PSG, mais sur le match suivant des Parisiens. Donc mon pari, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Déjà, la cote est à 2. C'est le résultat, ça sera soit Paris, soit match nul, et les deux équipes marquent. C'est compliqué, oui et non. Pour quelqu'un de plus de 8 ans, c'est pas si compliqué que ça. Mais alors pourquoi ce pari Déjà, le fait que les deux équipes marquent. En fait, j'ai regardé la compo parisienne parce que je me suis dit, tout le monde est covidé, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, ça me paraît être encore une équipe qui pourrait être championne. Alors, peut-être souci,
de numéro 9, mais je pense que tu simules les 38 journées avec cette équipe-là. Je suis sûr qu'en tout cas, elle se qualifie pour la Ligue des Champions, donc a priori, ça me paraît quand même avoir un avantage sur Lens notamment. Mais bon, contexte, voilà, il n'y a pas eu de vraie trêve, une petite pause à Ibiza, mais déjà, ils n'ont pas pu aller sur les légendaires soirées ibisiennes, donc du coup, c'est vacances Ibiza, mais ils auraient pu les passer ailleurs. Ils n'ont pas pu profiter des charmes de l'île. Et C'est quand même bête de se faire Covid à Ibiza sans être allé à l'Ushuaïa et au Pacha. c'est ça. Puis à la limite, tu te Covid à l'Ushuaïa, bon, au moins, t'as quand même profité. Donc, Paris ou nul, parce que je vois pas Paris perdre ce match, parce que le 11 prévisionnel est de très bonne qualité, mais les deux équipes marquent, parce que je crois que c'est Boulka, quelque chose comme ça, qui va être dans les buts parisiens. Ça ne bouge pas, le gardien polonais qu'on n'a jamais vu. Alors, il a peut-être fait quelques matchs pro, mais en tout cas pas en France. Et il y a quand même pas d'énormes garanties, je pense, sur la solidité parisienne. Alors, au départ, j'étais plus sur Paris gagne. Moi, je me dis, bon, il peut très bien avoir un 1-1, un 2-2. Lens aura quand même cette motivation. Mais je vois pas Paris perdre. Donc franchement, une cote à 2 pour un pari comme ça me permet de prendre des risques sur l'autre parce que je suis vraiment très très confiant. Avec bien sûr un but de Seko Fofana, le transfert le plus incompréhensible de la Ligue 1 cet été. Alors, sur PES peut-être, mais là, il est blessé. Donc, du coup, il Bon, marque. bah, pas de but de Seko Fofana. Mais qui reste quand même un des transferts les plus incompréhensibles de l'été. Puisque nous, on l'a Le... envoyé à l'Atalanta et qu'il a signé à Lens. C'est ça et Rames Rodriguez à Everton, hein. C'est les deux. Ouais, mais Rames Rodriguez, en même temps, il était temps qu'il rejoue au football. Ouais, Donc, c'est pas faux. voilà. Alors, ton deuxième pari, Christophe, et après, je finirai avec Florent. C'est un match entre Montpellier et Nice. Ouais, mon pari c'est Nice sans encaisser, coté à 5,40. Petit risque au début, enfin même gros risque. Au début, je voulais juste mettre Nice. Je me dis bon, c'est Nice sur cette dynamique qui a gagné sans être incroyable sur les premiers matchs. Ça peut durer, ça lancerait bien la son. Puis c'est quand même une thématique des années Vieira. C'est-à-dire que tu as des qualifications pour la Ligue Europa avec des taux de points qui sont décents sans être incroyables. Et au final, on se demande si cette équipe a vraiment une fois réalisé son potentiel, même si elle avait toujours des manques. Là, elle en a de moins en moins de manques. L'effectif commence à être assez intéressant. Malgré tout, bon, après, c'est que le début de saison, évidemment, mais il n'y a pas encore d'énormes envolées dans le jeu. Mais là, seul leader, 6 points, 2 victoires en 2 matchs, un but encaissé face à Lens sur le premier match. En plus, but qui n'était pas dans le jeu puisque c'était sur penalty. Donc, en fait, au départ, j'étais juste sur victoire sèche de Nice, qui me paraissait pas mal. En plus, Montpellier, pas dans une super spirale. L'effectif encore un peu incomplet, notamment sur les postes offensifs. Il y a eu des Covid pour Delors, etc. Mais je me dis, de toute façon, Nice prend tellement peu de buts que, quitte à mettre victoire de Nice, alors ça peut très bien avoir un 2-1 comme sur le match face à Lens, hein, mais quitte à mettre victoire de Nice, autant rajouter le sans encaisser qui fait bondir la cote vers des sommets inégalés. Donc 5,40, voilà, faire gagner une équipe en forme face à une équipe qui ne l'est pas. Euh, je me dis que bon, les séries vont bien finir par s'arrêter, mais si elles pouvaient durer une semaine de plus, cela m'arrangerait pas mal. Merci Daguette. Passons à Norbert, pour qui le bilan est quand même un peu plus morose, Florent, puisque Ouais. tu es troisième d'assez loin, ce qui est une forme d'exploit. Je lis le tweet de Ransar mot pour mot. On finit avec Florent Tonuti qui a vécu sa pire saison, moins 29,43, 33% de perte en moyenne, mais reste celui qui parie le plus. C'est vrai que ton Bah oui, échantillon est... parce Alors, que toi, tu te caches en présentant l'émission. alors j'ai quand même fait 58 paris, hein, ce qui reste plus que Christophe sur la saison, tu vois. Ça m'étonne moi-même. Par 80... contre, en valeur absolue, j'ai passé autant de paris que vous. Oui, 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 c'est un bon argument. 88 paris, 19 réussites, 7 remboursés. J'imagine que c'est ça que considère Ransar comme le Ouais. match nul. Et 62 ratés, avec notamment un 0 sur 12 en Champions League. Que là, c'est peut-être ton moment de la saison pour briller. Tu as été positif en Ligue Europa et en Serie A. Donc on a été vraiment nul en Ligue 1 cette saison. Ah si, sauf moi, j'ai fait plus 5,9 sur 22 paris. Donc je pense que je vais faire que de la Ligue 1 la saison qui vient. Donc voilà, on a quand même été... heureusement que Christophe nous a sauvés, parce que franchement, sinon on n'a pas été bon. Et là, vraiment, je sens cette saison, Florent, pardon, que tu vas renaître. Que je sais pas à quel joueur on pourra comparer ça. Un joueur qui a connu une saison très difficile, et dans la foulée, paf, il se remet à l'endroit. Je sais pas s'il y a un joueur qui t'inspire ces derniers temps, un Bordelais, quelqu'un comme ça, qui a disparu des Non, radars avant d'apparaître non, et de Bordelais qui se briller. remet à l'endroit en ce moment, c'est compliqué. Mais vas-y, Heu, Florent. ouais, bah, moi, je vais, forcément aller sur de la Ligue 1. Il y a quand même la Première Ligue aussi qui reprend, je crois, ce week-end. Enfin, il y a pas mal de reprises. La Il y a Liga. la Liga également, ouais.
aussi, ouais. Première ligue avec Liverpool-Leeds d'ailleurs. Notamment, en effet. Mais je vais rester sur la Ligue 1. Je vais partir sur Lille-Metz. Metz qui n'a joué qu'un seul match cette saison pour l'instant. C'était face à Monaco. Ils se sont inclinés 1-0 à domicile, sans forcément. Enfin, ils ont pris le premier but. Ils n'ont pas réussi à revenir malgré une très grosse occasion en deuxième mi-temps. Mais là, le déplacement à Lille, je vais juste tabler sur le fait que la hiérarchie sera respectée et que Lille s'imposera. Et avec le petit bonus, c'est la victoire de Lille avec un handicap de -1, donc une victoire par 2 buts d'écart des Lillois. Les Lillois qui ont fait match nul face au Stade Rennais en ouverture du championnat et qui sont allés chercher un succès sur la pelouse de Reims, qui n'est jamais facile à battre sur sa pelouse, évidemment, je me répète. Mais voilà, Lille-Metz, si la hiérarchie est respectée, ce que j'espère pour ce pari-là, ça ne sera pas le cas pour l'autre. Mais voilà, victoire de Lille, -1 dans son stade, devant son semi-public, vu qu'il y aura évidemment la jauge, encore une fois. Mais voilà, une hiérarchie respectée. Lille qui prend 3 points et pour rester dans le premier tiers du classement, face à un adversaire qui va sans doute jouer le maintien tout au long de la saison. C'est le minimum que les hommes de Christophe Galtier doivent espérer. Ton Et c'est deuxième coté à pari, 2,35. oui, merci Flo. C'est la traditionnelle cote de Flo qui apparaît à la toute fin du pari quand on a oublié que c'était le but. Ton deuxième match, c'est PSG-OM. Je vérifiais d'ailleurs au passage le classement de Ligue 1, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir que Bordeaux était deuxième de Ligue 1, Eh oui. avec 0 but encaissé et un point gratté contre Nantes, malgré une infériorité numérique. Donc c'est quelque part déjà une réussite cette saison pour Bordeaux, mais oublions tout ça et passons à ton deuxième pari, Florent, qui concerne l'autre match du PSG dans les jours à venir, PSG-OM. Ouais, c'est un peu le côté, si c'est pas maintenant, ça n'arrivera jamais. C'est c'est de jouer la victoire de Marseille sur la pelouse du PSG. Parce que voilà, Mbappé qui a le Covid, Neymar et Di Maria qui a priori seront aussi courts pour jouer ce match, un PSG qui va faire son match de reprise en semaine face au RC Lens. Christophe l'a évoqué tout à l'heure. Je me dis que si l'OM n'arrive pas à ramener quelque chose du Parc des Princes sur ce match-là, je vois pas quand est-ce qu'ils réussiront à le faire. Donc, alors, parce que je ne suis pas non plus complètement, complètement fou, je joue pas la victoire sèche de l'OM. Je vais jouer l'OM gagne et remboursé en cas d'égalité, en cas de match nul. C'est coté à 3,50. Alors les Marseillais n'ont pas forcément, malgré leur victoire, été hyper convaincants face à Brest, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai pu apercevoir, notamment défensivement. Maintenant, voilà, je vais me répéter, c'est mon seul argument, mais s'ils n'y arrivent pas là, ils n'y arriveront jamais. Donc je la joue là, la victoire de l'OM, remboursée si égalité, c'est coté à 3,50. Merci Flo 3,50. merci Flo pour tes deux paris. On espère que la saison démarrera bien pour toi, pour Christophe et pour nous dans l'ensemble, parce que PMU nous a prolongé jusqu'en décembre, mais ça se trouve notre avenir dépend de la réussite dans nos paris. Et ça franchement si c'était ça, on peut plier nos valises tout de suite, parce que je crois pas Ouais. vraiment en notre capacité de prédiction. Je pense qu'on est assez bien après les matchs pour dire ce qui s'est passé, mais par contre pour l'instant, preuve en est, on a du mal vraiment à imaginer comment ça va se passer et c'est ça qui fait le sel du football, Christophe, c'est En tout ça cas, aussi. imaginez les résultats. Oui, voilà, c'est ça. Un petit point d'ailleurs sur ce début de saison 7, Florent, puisque j'évoquais le partenariat avec PMU qui se prolonge jusqu'à décembre. Ensuite, la suite, on ne sait pas encore de quoi elle sera faite, mais elle pourrait nous emmener jusqu'à l'Euro tout de même, puisqu'on rappelle que l'Euro a été décalé. Pendant ce temps, on continue sur le Patreon. Quels contenus ont été publiés ces derniers temps? Oui, oui, on continue le Patreon où il y a patreon.com/vue du banc saga. Il y a une FAQ qui est sortie il y a peu. Il y a aussi une nouvelle saga consacrée aux finales des Coupes du Monde U20 qui est consacrée à la finale 2005 entre l'Argentine et le Nigeria. L'Argentine de Lionel Messi et le Nigeria de John Obi Mikel qui est absolument incroyable sur cette finale. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui arrivera en bonus qui vous montrera le match de Mikel pour tous les patrons qui sont abonnés, donc patreon.com/vue du banc saga. D'autres contenus qui vont arriver. On va continuer les sagas U20 pendant quelques semaines encore, le temps de décider vers quoi on bascule ensuite. Et évidemment, il y aura d'autres FAQ aussi, puisqu'il y en a une, on est très bientôt à la mi-septembre, donc il y en a une qui va arriver. Il y en a 2 par mois, pour rappel. Et voilà, et ensuite, on est très content aussi de vous retrouver
avec notre partenaire PMU pour On toute la a, saison. on a 16 épisodes jusqu'à décembre, c'est ça? C'est ça, ouais, une quinzaine d'épisodes après celui-là. Et surtout, on est content de vous retrouver. On espère que vous serez aussi nombreux que cet été où on a battu tous nos records d'audience lors du Final 8 de Ligue des Champions. On a eu de très bons retours sur le format, le fait d'être aussi réactif, enfin le fait d'être en quasi quotidienne comme on l'avait fait pendant la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire cette saison après des gros rendez-vous, des grands matchs. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux ajouter après ça si ce n'est rendez-vous au prochain épisode du Oui, coup. non, je voulais préciser que vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour un débrief de Fort Boyard tombe sur le Patreon, qu'un Vue du Fort arrive, parce que je réfléchissais à comment on pourrait animer les mois qui viennent, en attendant peut-être des nouveautés pour 2021. Et ben, ça pourrait être une solution, puisqu'il en reste encore quelques-uns des épisodes avant la fin de la saison de Fort Boyard. J'ai vu que ça s'est tiré encore au moins sur 2 semaines. Alors avec des castings un peu inégaux, mais les derniers épisodes ont été assez riches en rebondissements. On peut notamment citer la performance, Christophe, du couple Lacour dans l'épreuve du Roi du Silence, où j'avais l'impression d'avoir retrouvé nos amis du billard à Ibiza, qui en fait pratiquaient l'épreuve à l'envers. Oui, 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 mais ouais, j'ai rien d'autre à ajouter à part que oui, c'était pas le roi du bruit, c'était le roi du silence, et ils ont pas compris ça tout de suite. Mais franchement, Camille Lacour, énorme déception. Alors, je ne connaissais pas sa compagne, qui a été assez cataclysmique, mais bon, peut-être qu'elle n'a pas de capacité physique, bon, elle a eu un cancer, etc. Voilà. Mais Camille Lacour, athlète de haut niveau, qui a été à peu près 5 fois moins bon que Moussa. Moussa de koh la semaine précédente, Attends, alors qu'il a aussi été athlète de Moussa, bon niveau, hein, mais la machine! c'est ça, le gars qui gueule machine en pleine épreuve, mais qui a tout réussi, pour le coup, qui a bien compensé son koh où il a à peu près tout raté, enfin où c'était assez compliqué pour quelqu'un qui affiche un tel gabarit. Ouais, donc Camille Lacour, énorme déception parce que quand on est capable de faire de telles performances dans un sport, peu importe lequel, c'est que logiquement on doit être capable de gagner, de réussir 2-3 épreuves dans le fort. Et là, ça a été assez difficile avec notamment une sortie de l'espèce de prison, là, je sais plus comment ils appellent Ouais, ça l'escapade ou je sais pas quoi là, ou mais The après, Escape machin. c'est peut-être la première fois que son envergure l'a autant desservi. Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que là, le fait d'être un albatros, c'est un peu pénalisant quand t'es dans les petits espaces. Mais c'est vrai que oui, il y a eu divers moments. Alors, il n'y a pas eu de la deuxième édition du fort, là, je sais plus comment ils appellent ça, genre Fort Boyard, ça continue. Il n'y en a pas eu samedi dernier. Donc, j'espère que ce n'était qu'un mauvais passage et que ça reviendra. Parce Non, que apparemment, ça ne revient pas pour tous les épisodes de septembre. Ils ont tourné ça pour les épisodes d'août, mais c'est terminé. Bah oui, il faut laisser la place à Laurent Ruquier Je pour sais pas, reprendre, j'imagine. c'est fini Laurent Ruquier, je croyais que Ah c'était non, c'est fini. fini, c'est vrai. Ah, quel bonheur de Ce savoir vu ça du que c'est banc qui fini. devient touche pas à mon poste. Non, petite mention aussi pour le dernier passage de Yohan Ryu, qui, qui a Bah, été, qui a été bien meilleur que Camille Lacour, oui, mais pour le coup. qui a quand même été légendaire dans la ketchuperie. Et dans la laverie aussi. Ouais, mais la laverie, il a réussi, mais la ketchuperie, il a fait un pas, il est tombé dans la tomate. Oui, c'est l'anti-Vianney de la ketchuperie. Ouais, non, mais il a été plutôt pas mal, et même sur le basket, d'ailleurs, il s'est révélé décisif. Donc, voilà, franchement, j'avais l'impression qu'il était Clutch, clutch. ouais, alors qu'il était souvent utilisé comme punchline au départ. C'est-à-dire qu'il y avait le nom de l'épreuve et bien sûr on va envoyer, et tout le monde imaginait Johan parce que c'était le plus drôle. Et puis il s'est plutôt bien défendu. Donc, voilà, petite mention ça pour, doit être quand même assez vexant parce que n'importe quelle épreuve, les gens disaient Johan et tout le monde était mort de rire, comme si t'avais annoncé que t'allais envoyer un chat pour faire une dictée. Enfin, c'est ouais, tu un sais, être humain, quoi. Il peut être quand même capable de faire des choses. La preuve, il les a faites, quoi. c'est un peu la séquence de comic relief quand la tension est trop présente. Et d'un coup, bon, allez, on se détend un peu, on va regarder Johan tenter de faire une épreuve, tu vois. Ouais, Donc, c'est un peu comme quand on donne le nom de Maxime Punget dans ces épisodes, dans les épisodes de Vue du banc, ça détend un petit peu, quoi. non, mais de toute façon, le pire candidat de l'histoire de Fort Boyard restera évidemment le pote chauve de Dieudo. Si vous si vous tombez sur un épisode de 2000, je crois, où Dieudonné emmène son équipe, il a un ami chauve qui, d'ailleurs, disparaît au fil de l'émission, puisqu'on sent qu'on lui donne plus aucune épreuve, mais qui est en fait quelqu'un qui se plaint à chaque fois et qui dit aux autres: «Fais mieux, réussis ton épreuve!» Alors que lui, quand il passe, est cataclysmique. On n'a jamais su qui était cette personne, d'ailleurs. Ça fait partie des meilleurs moments de Fort Boyard, c'est quand il y a 4 célébrités et un mec qui est là,
je ne sais pas pourquoi il est là, et d'ailleurs les autres ne savent pas non plus. Mais puisqu'il est entré, on va aller jusqu'au bout avec lui. Voilà, j'arrête de parler de Fort Boyard, mais on sent vraiment qu'il y a une envie chez nous, hein. On redit Il y a une passion chez toi, Raphaël. à Delphine Arnott et Olivier Mine, on est là, il n'y a pas de souci, on est présent. S'il faut que ça devienne un programme, on sera au rendez-vous. Merci messieurs pour ce premier épisode de la saison 7. On se retrouve la semaine prochaine, Florent, c'est ça? C'est ça, la semaine prochaine, il y aura peut-être le PSG Marseille à débriefer, à voir quand est-ce qu'on pourra le faire. Et sinon, je pense qu'on se lancera aussi dans nos épisodes club. La saison dernière, on avait redébuté par un épisode consacré aux équipes à suivre en 2019-2020. Donc peut-être qu'on fera l'équivalent la semaine prochaine. Très bien, merci Florent, à bientôt messieurs, merci encore à Christophe d'avoir été là et de nous avoir éclairé sur tous ces monologues. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des clubs à suivre en 2020-2021 et on se dit à bientôt. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.